A Dominique faz parte, digamos, daquela geração de artistas que estabeleceram, digamos, de uma forma definitiva a multidisciplinaridade como a forma normal, a forma corrente da criação artística no campo das artes plásticas, na arte contemporânea. Por isso, o que a Dominique tem feito são instalações, filmes, esculturas, objetos, ações, interações. Já não se põe aquela questão que nós estávamos habituados a pôr há 20 ou 30, há 20 não, mas há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, de saber se gosta mais de pintura, ou de escultura, ou de literatura, ou de som, porque também fez instalações sonoras, fez muitíssimas mais coisas que eu não vou aqui descrever. Portanto, este aspecto da interdisciplinaridade, que já nem se pode dizer que seja interdisciplinaridade, na realidade não se trata de combinar diferentes disciplinas, mas sim de trabalhar numa área que naturalmente se relaciona com todas estas áreas criativas. A literatura, a arquitetura, a escultura, a história da escultura, a instalação, o som, a música, tudo isso surge naturalmente combinado no decurso do processo de trabalho. Finalmente, o último, eu gosto sempre de ter 3 tópicos e, para simplificar, todos a começar por inter. Já falei de interação, de interdisciplinaridade e agora aquele que eu acho que é mais interessante ou mais importante para falarmos sobre este filme, que é intertextualidade. Intertextualidade em que sentido? E aqui começamos já a aproximar-nos um pouco deste filme. Como eu disse, é muito difícil descrever as peças, os trabalhos da Dominique, mas talvez alguns tenham visto ou conheçam referências a uma das grandes obras que ela fez nos últimos tempos, que foi a instalação no Turbine Hall da Tate Modern, que era uma espécie de instalação futurista, um pouco ao jeito da ficção científica dos anos 50 ou 60, antecipando o que seria Londres no ano de 2058. 2058. Portanto, estava a chover há não sei quantos meses e não só as pessoas como as obras de arte, as grandes obras de arte da história da escultura, eram recolhidas no Turbine Hall para serem poupadas à intempérie. E então o Turbine Hall ficou cheio de uns beliches, onde havia livros, uma série de livros, depois poderemos ou não referir quais eram, de uma série de esculturas canónicas da história da escultura moderna e contemporânea, que entretanto tinham aumentado de escala e, portanto, estavam gigantescas, e um filme que passava, que é uma montagem de excertos de vários filmes, mais ou menos de ficção científica. Depois também poderemos entrar em referências mais detalhadas. Aliás, o facto de preverem também uma outra característica que não começa por inter, mas pronto, que é do trabalho da Dominique, que é o humor. Estas esculturas gigantes que aumentam, têm como contraponto um trabalho que ela apresentou no Sculptor Project de Münster. Roman de Münster. Se chamava Roman de Münster. Em que ano? Ano 2006. Em que ela resolveu, lá no terreno que lhe tinham dado para ela instalar a obra dela, fazer uma reprodução em miniatura de todas as obras que estavam na exposição, espalhadas pela cidade de Münster. Portanto, aqui há um jogo com a escala, mas na realidade não é tanto um jogo com a escala, como um jogo com a história e com o tempo. Então, talvez agora possamos começar a falar mais diretamente do filme. Em primeiro lugar, a questão mais óbvia, porquê a Belle de Jour como ponto de partida, por causa do Buñuel, por causa do Oliveira, por causa de ambos, por causa de outra coisa qualquer, e depois como é que, neste caso, do Belle de Jour, surgem esta articulação, portanto, dentro desta lógica da tal intertextualidade, há uma articulação entre, pelo menos, cinema, escultura e literatura, que nós também tínhamos na Tate, mas que aqui aparece de uma forma mais
mais difusa, mais complicada. Portanto, a minha primeira questão seria essa, para ambos. Porquê a Belle de Jour? Há tantos filmes na história do cinema, porquê este? E depois, como é que, neste caso concreto, surge esta articulação? Cinema, escultura, literatura e, se calhar, outras coisas que eu não me apercebi ou que... Pintura. En français ouais, ou... Vous pouvez parler français. Bon. Si on a besoin de traduction, je peux traduire. Vous faites comme ça et je traduis. Non, fazem assim e eu traduzo. D'accord. Merci pour ta présentation. Quand j'ai rencontré Tristan, ça c'est vraiment autobiographique. Une de nos premières conversations était cinématographique et Tristan m'a parlé de Belle de Jour, de sa passion pour le film Belle de Jour, et moi j'ai parlé de ma passion pour Belle Toujours. Pour moi, que Manuel de Oliveira ait eu le désir, l'envie, le courage, la folie, la beauté de continuer Belle de Jour, c'était une stupéfaction. Je me souviens la première fois que j'ai lu dans les cahiers du cinéma qu'il était en train de tourner une suite à Belle de Jour. J'ai pensé que c'était vraiment un acte artistique extraordinaire et ça m'intéressait beaucoup, cette continuité d'un personnage. Et donc, Tristan ne connaissait pas Belle Toujours, mais il était fou de Belle de Jour. Et c'est au cours de nos conversations, donc on a d'abord allé, on peut dire presque en pèlerinage à l'hôtel Regina, qui est, pour ceux qui ont vu Belle Toujours tout à l'heure ou avant, c'est l'hôtel que Manuel de Oliveira a utilisé pour situer l'histoire 40 ans plus tard. Donc ça, c'était... Et je pense que c'est dans cet hôtel qu'est née l'idée de faire un prélude, une préquelle à Belle de Jour, qui serait Belle comme le jour. Donc de poursuivre l'audace d'Oliveira ou de la précéder par un film qui serait plus court, plus primitif, puisque ce serait le premier. Et là, il y a un hasard extraordinaire, un miracle de ceux qui font les films et le cinéma. Ça, c'est peut-être toi qui veux le raconter, Juliette. Oui, et aussi, on connaissait une jeune fille qui a 22 ans et qui ressemble éperdument à Catherine Deneuve, et c'était le point de départ, ce sosie, ce look-alike de toute notre réflexion et de notre entreprise. D'autant que, pour parler de sa biographie à elle, quand elle est née, son grand-père lui prédisait qu'elle ressemblerait à Catherine Deneuve. Mais je voulais revenir à l'autre partie de votre question, sur la symbiose des arts, justement. Et on était avec Enrique Villamatas juste avant, et dans Dublinesca, Enrique Villamatas parle de Catherine Deneuve comme la métaphore de la littérature dans les parapluies de Cherbourg. Et en fait, pour nous, Catherine Deneuve dans Belle de Jour, c'est la métaphore du cinéma. C'est-à-dire qu'à travers son visage, on peut lire Kim Novak, on peut lire Tippi Hedren, on peut lire toutes les héroïnes hitchcockiennes, blondes, ou qui ont un grain de folie ou une psychologie à expliquer, ou qu'on cherche à expliquer ou à mettre en œuvre, en valeur. Et c'était ça, ouais, qui nous... Pour continuer sur cette jonction littérature, cinéma, sculpture, il y a aussi la peinture. Il y a je sais pas, une peinture, je ne sais pas si vous l'avez identifiée dans le film, quand elle est devant le lit en train de faire sa valise, et que l'homme, donc, qui ressemble à Mastroianni, est dans un coin de la pièce. En fait, c'est une peinture de Degas qu'on cite qu'on remet en scène. Et cette circulation
peinture, sculpture, cinéma, littérature, musique. Elle a été aussi identifiée par un ami critique de cinéma, Luc Lagier, comme il disait, pour lui, ça a aussi beaucoup à voir avec l'année dernière à Marienbad, c'est-à-dire presque un film qui devient un musée du cinéma vivant, en fait, où il y a des contaminations comme ça. Il y a les sculptures du musée du Louvre sont finalement comparables à des idoles de cinéma, deviennent des personnages en peinture. La lecture qu'elle fait, c'est le scénario original, enfin le livre original qui a donné, qui est la source de Vertigo. C'est le livre de Boileau-Narcejac qui a inspiré Hitchcock, même si Hitchcock ensuite a transposé en fait l'action à San Francisco. Le livre original se passe à Paris et la scène avec la fameuse scène de Vertigo qui est citée là, en fait, qui est dans Vertigo avec une peinture, elle est avec une sculpture. Et il y a, c'est vrai, mais plus on a commencé à chercher et plus on a évidemment trouvé de liens, que ce soit aussi par la musique, puisque on cite Hermann et Wagner. Hermann, il a lui-même emprunté chez Wagner dans Tristan et Isolde pour la musique, et on a demandé à un compositeur avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois, donc d'avoir cette musique qui serait encore alors quelque chose entre les deux. C'est vraiment mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, on peut dire quelque part, il n'y a pas de limite à ces links. C'est la linkologie, c'est sans fin. Je suis tout à fait d'accord, c'est une dynamique inépuisable, j'en suis sûr, du côté de la création, mais aussi du côté de la perception. Là, j'ai vu le film pour la 3e fois aujourd'hui, pour la première fois au grand écran, et là, pendant que je le voyais ici, j'ai eu l'image de Edie Sedgwick. Dans, par exemple, Poor Girl, Rich Girl, Poor Girl, Rich Girl, quand elle est juste comme ça, blonde. Et j'avais pas pensé à ça avant. Et je sais pas si vous y avez pensé. Mais... C'est une des façons dont on a décrit le film. C'est cette jeune fille qui, en fait, on a écrit plusieurs descriptions, synopsis pour le film, plusieurs façons de le raconter. Alors une, c'est de dire c'est une jeune étudiante en fait qui vit le cinéma à travers des réactualisations comme ça. L'autre, qui rejoue précisément les scènes qui fétichise en fait les scènes de cinéma pour se donner du plaisir en fait. C'est une sorte de cérémonie masochiste qui lui permet de se procurer du plaisir. Un autre synopsis, c'était évidemment le premier synopsis, c'est que c'est le début de Belle de jour. Un autre synopsis, c'est encore centré vraiment sur le masochisme. Sur le masochisme, l'étude de cas clinique en fait. Il y a aussi un des films dans le film, c'est vraiment la rencontre entre Catherine Deneuve et Mastroianni. En fait, ce qu'on met aussi en scène à travers l'homme qu'elle rencontre dans le musée, c'est Marcello, et Catherine Deneuve et Mastroianni, c'est ce couple. Et en fait, l'histoire qu'il lui raconte, c'est cette histoire de chienne et de moine. C'est un film qu'ils ont joué ensemble, Lisa de Marco Ferreri. Donc, ils lui racontent aussi leur histoire comme ça. Et ça, c'est une des versions. Mais on va dire il y a au moins 5 façons comme ça de décrire le film. Comme vous avez dit, c'est un procès qui n'a pas de fin, c'est presque inépuisable. Et là, je vous pose une autre question, c'est plus général, c'est plutôt un commentaire. C'est que je crois que dans un certain... Peut-être, on peut dire que toi et d'autres artistes que j'ai déjà mentionnés, d'une certaine façon, l'une des fonctions historiques qui sont en train de développer en ce moment, c'est de revisiter et réécrire, réinventer l'histoire des arts. Et c'est une réinvention parfois qui nous bouleverse un peu, parce qu'il y a
une indétermination temporelle. On ne sait plus ce qui est le passé, ce qui est l'avenir, ce qui est le présent, et les moments historiques s'entrecroisent. Et la question que je me pose, et j'ai aussi beaucoup pensé à ça à propos de la dernière exposition de Philippe Parreno à la Fondation Baylor, où il fait littéralement, on assiste à la résurrection de Marilyn Monroe. C'est éblouissant. Et là, je me demande, et ça c'est un peu une question limite, et qui a aussi un rapport direct avec ton installation à la Tate Modern, c'est est-ce qu'en plus de révisiter et réécrire l'histoire des arts, on peut même réécrire l'histoire de la réalité, passé, avenir, présent. Ouais, je pense que c'est vraiment, en ce moment, on connaît un bouleversement de la timeline et même un bouleversement des lois physiques. On a vu il y a quelques jours ce film Looper, qui est une autre histoire, mais qui est quand même un personnage qui tue une version plus âgée de lui-même et qui découvre une version plus jeune. Et c'est pli et c'est repli. Et je pense que si à un moment donné, l'exploration géographique était une donnée importante, là, j'ai l'impression que c'est la timeline qui est très fertile, mais aussi qui est complètement, qui se boucle, qui se défait, qui se refait, et que il y a je pense une confusion très 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 fertile et qui génère un type d'œuvre vraiment imprévisible, même d'un point de vue physique, comme si des lois physiques étaient transformées. Alors peut-être on est déjà en train de voyager dans le temps et on ne s'est pas rendu compte. Sure. Bon, si je peux dire un dernier mot, en fait, la façon la plus simple aussi de raconter ce film, c'est juste qu'on a cherché à imaginer les quelques jours avant qu'elle décide de se marier, voilà, et finalement que l'hypothèse est qu'est-ce qui la pousse au mariage et est-ce que peut-être elle pense que le mariage va endiguer ses pulsions. Et finalement, ce qui est génial, c'est que quand on voit Belle de jour, on sait que non. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour 2 ou 3 questions. On ne va pas vous faire attendre la suite qui est magnifique. La vraie Belle de jour. 34. Mais s'il y a 2 ou 3 questions qui vous voulez vraiment poser, je crois que c'est une opportunité rare. Oui, parce qu'on va devoir s'enfuir après pour aller écouter mon ami Enrique Villamatas, avec qui on partage en fait étrangement beaucoup de procédés.